Pour Trump, la politique et son business ont toujours été fondés sur le rapport de force. Il ne pense que rapport de force. Il y a les forts et il y a les faibles. Le message de la Maison-Blanche, c'est que ces tarifs douaniers, c'est d'abord un levier de négociation. On est aussi dans un rapport nouveau dans la politique américaine qui ressemble à une forme de culte du chef. Il y a eu cette mobilisation bas les pattes parce que il y a véritablement un programme qui est perçu par la gauche comme un programme de casse de l'État et aussi de purge idéologique de l'État. C'est le grand problème des démocrates aujourd'hui, c'est comment reconquérir un électorat populaire, en particulier blanc, qui a été capté, un électorat non diplômé qui a été capté en grande partie par Donald Trump. Ce week-end, des milliers d'Américains se sont mobilisés à travers tout le pays pour protester contre Donald Trump autour du slogan Hands off, bas les pattes. Démantèlement de l'État, attaque contre les services de protection sociale, atteinte aux libertés académiques ou encore velléité impérialiste. C'est un large éventail de politiques menées par l'administration Trump qui ont été critiquées. Si la population a répondu présente, ce mouvement social marque-t-il quelque chose, sinon donc la mobilisation des démocrates? Bonjour Corentin Célin. Bonjour. Vous êtes spécialiste des États-Unis, professeur d'histoire en classe préparatoire au lycée Carnot à Dijon. Moi, j'en ai plus qu'assez de parler de Donald Trump. Il est partout. Aux États-Unis, c'est encore pire. Comment ça se passe pour lui en dehors du bruit? Est-ce qu'il a aujourd'hui une popularité éclatante aux États-Unis en dehors des démocrates? Alors, Donald Trump, il a une base beaucoup plus élargie qu'au début de son premier mandat. Il faut rappeler qu'il a gagné l'élection en frôlant la barre des 50%, donc il partait sur un socle de popularité plus élargi. On constate depuis début mars, dans tous les sondages, que sa popularité commence à se tasser, à se dégrader. On a vu un dernier sondage Reuters Ipsos où il est à 43%, alors qu'il était parti autour de 50% de popularité. Donc, c'est en train de se tasser avec les premières difficultés de l'exercice du pouvoir. C'est assez commun. On a connu ça aussi en France ou en Europe. Il y a eu une forme de petit état de grâce. Et puis aujourd'hui, avec les premières difficultés, ça se tasse. Avec quand même quelque chose d'important. Il est toujours très approuvé, en particulier sur l'immigration, et dans les deux parties. Ça, c'est important. Il a une forte approbation sur sa politique migratoire, d'expulsion massive, de promesses d'expulsion massive. Mais il y a une forte inquiétude vis-à-vis de sa politique économique, puisqu'il faut rappeler qu'il avait dit attention à l'inflation, moi je suis pour la baisse des prix, je ferai attention à ce qu'a pas fait Biden. Et malheureusement, beaucoup d'Américains dans les sondages expriment de l'inquiétude vis-à-vis de ces tarifs douaniers qui, évidemment, pourraient provoquer une hausse des prix à la consommation. Mais alors, justement parce que, bon, le problème c'est qu'aujourd'hui, vu de France, Donald Trump 2 est plus encore, comment dirais-je, difficile à comprendre que Donald Trump 1. Est-ce qu'en américain, il est plus facile en version originale à comprendre, Corentin Célin? Oui, je dirais que oui, puisque en fait, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'il ne fait qu'appliquer un programme à la lettre qu'il avait annoncé, que ce soit en politique extérieure, sur le désengagement vis-à-vis de l'Ukraine, sur le désengagement vis-à-vis de tous ces conflits qui coûtent, selon lui, cher aux États-Unis sans rien rapporter. Donc, on voit bien que c'est exactement la politique qu'il mène en Ukraine. Et à l'intérieur, il avait annoncé une politique à la fois de purge idéologique de l'État. C'était tout le programme qui était contenu dans le projet 2025 de la Fondation Héritage, qu'il avait certes désavoué pour des raisons électorales, mais personne n'y croyait. On savait très bien que ce serait son bréviaire, son guide pour l'exercice du pouvoir. Il avait vraiment désavoué. Il disait, je ne sais pas de quoi il s'agit, quoi. Voilà, oui, mais alors aujourd'hui, on voit bien qu'il voit de quoi il s'agit, puisqu'il l'applique quasiment à la lettre sur la purge idéologique de l'État, mais aussi, parce qu'il y a deux aspects, il y a aussi une forme de réduction de l'État en termes numériques. On a environ déjà 120 000 employés de l'État qui ont été licenciés aux États-Unis, l'État fédéral, depuis le début de son mandat. Donc, il applique à la lettre ce programme, et c'est justement pour ça qu'il y a eu cette mobilisation bas les pattes, parce que il y a véritablement un programme qui est perçu par la gauche comme un programme de casse de l'État et aussi de purge idéologique de l'État. Et alors ça plaît quand même à ses électeurs, y compris parce que lorsqu'on regarde où il supprime des postes, il en supprime aussi dans des domaines qui sont des domaines extrêmement importants pour la sécurité des États-Unis, y compris donc dans le domaine du contre-espionnage, enfin des choses où quand même on pourrait se montrer prudent par les temps qui courent. Alors, en ce qui concerne son parti et ses électeurs, ils sont ravis. Pour l'instant,
si on regarde les sondages, il a toujours une adhésion quasi maximale, hein, bien au-dessus de 90% des électeurs de son propre parti. Là, il n'y a aucun problème parce qu'on est aussi dans un rapport nouveau dans la politique américaine qui ressemble à une forme de culte du chef. Hein, je veux Mmh. dire, Bon, ça rappelle il y a- le oui, culte mais du chef. oui, mais il y a vraiment une confiance, une croyance dans la capacité de Donald Trump à sortir les États-Unis de l'ornière. Et de ce point de vue-là, dans son parti, il y a une adhésion totale au moins de ses électeurs. Il peut y avoir des cadres et des élus un petit peu plus réticents, mais ils sont de moins en moins nombreux. Donc non, de ce point de vue-là, il y a vraiment une adhésion pleine et complète, toujours est-il, de ses électeurs pour l'instant. Mais il est vrai que la grande difficulté qu'il avait déjà connue lors de son premier mandat, c'est que Donald Trump a une promesse, un programme avec des accents, alors populisme, et le mot est un peu trop fourre-tout, un peu trop valise, mais où il s'adresse à un électorat populaire sur des thématiques de pouvoir d'achat, de protection avec le protectionnisme, de protection des emplois, de réindustrialisation. Et en même temps, il est quand même soutenu par les milliardaires les plus puissants des États-Unis. Et à un moment donné, il peut y avoir une contradiction. J'avais intitulé une note de recherche que j'avais fait candidat des pauvres, président des riches. Il y a un peu toujours cette contradiction qui peut éclater. Bah, ça dépend parce que là, il est quand même en train d'appauvrir les riches, hein. Je veux dire, avec les chutes boursières qui sont quand même impressionnantes, il va peut-être rendre mécontent ses Alors, il les soutiens. rend mécontents, effectivement. On a appris que, et justement, c'est ça qui est intéressant, on va voir comment cette tension sera réduite, parce que, effectivement, par exemple, Elon Musk, de manière indirecte d'abord, puis visiblement, parce qu'on a appris ça cette nuit, de manière directe, a dit à Donald Trump que les tarifs douaniers c'était pas exactement ce pourquoi il l'avait soutenu et que lui, il aimerait bien, au contraire, un monde de libre-échange, en particulier entre les États-Unis et l'Europe. Donc, il y a effectivement une tension, mais justement, Donald Trump, les tarifs douaniers, il les justifie pour une volonté de réindustrialiser, de ramener les emplois industriels et donc de protéger justement cet électorat populaire, en particulier blanc, qui lui fait confiance. Mais est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Il faut attendre encore, hein, parce que on a bien vu que sur les premiers tarifs douaniers qu'il avait annoncés, on se souvient sur le Mexique, sur le Canada, au fur et à mesure, il est revenu sur une partie. Bon, avec lui, il faut toujours distinguer l'effet d'annonce et puis la durabilité dans le temps. Mais vous pensez qu'il peut les détricoter complètement? Parce que, bon, là, la conséquence de tout cela, ça serait donc un iPhone 45% plus cher d'après le Financial Times, 3 800 $ de perte de pouvoir d'achat pour chaque ménage américain. C'est considérable, mais surtout, ça va à l'encontre de la politique qu'il a conduit à la Maison-Blanche, ou du programme, puisqu'il avait bien compris que l'inflation était le cœur du problème. Oui, alors, est-ce qu'il peut... Alors, très clairement, le message de la Maison-Blanche, c'est que ces tarifs douaniers, c'est d'abord un levier de négociation. C'est-à-dire qu'ils attendent, par la puissance des hausses des tarifs douaniers, ils attendent que tous les pays viennent à Canossa et viennent les supplier de négocier, j'allais dire en bilatéral, des conditions commerciales plus avantageuses pour les États-Unis. C'est vraiment le projet, c'est ce que dit la Maison-Blanche. La Maison-Blanche dit, et Donald Trump l'a répété aussi hier soir, ne paniquez pas devant l'effondrement des bourses. Les tarifs douaniers, c'est d'abord pour amener les pays partenaires à arrêter de profiter des États-Unis et que nos produits puissent enfin bénéficier avec ces partenaires que Trump désigne comme malhonnêtes en termes commerciaux, puissent en fait venir négocier la corde au cou avec les États-Unis. Donc, il y a une possibilité que si cela est atteint, s'il arrive par exemple à obtenir, à obtenir certains tarifs commerciaux plus avantageux pour les États-Unis, il peut très bien demain retirer au moins une partie des tarifs qui ont été annoncés. On a déjà vu avec le Mexique et le Canada qu'il avait pu annoncer des tarifs très forts et puis revenir au fur et à mesure en fonction des produits concernés, en fonction de la réaction du Mexique et du Canada. Mais alors, ça aussi, c'est quelque chose d'assez étonnant parce que ça devient. Alors, on sait bien qu'on a beaucoup insisté sur Donald Trump, faiseur de deal, etc. Mais c'est entre le deal et la négociation mafieuse. Mais alors ça, Je veux pas vous choquer, hein, Corentin Célin. Non, non, mais alors je ne reprendrai pas le terme de mafieux, mais pour Trump, la politique et son business ont toujours été fondés sur le rapport de force. Il ne pense que rapport de force. Il y a les forts et il y a les faibles. Il y a
Il y a une forme chez lui d'ailleurs de discours un petit peu darwiniste et on l'entend. C'est-à-dire que seuls les plus forts survivent. Il faut être fort et puissant et pas de pitié pour les faibles. Et il y a vraiment cela dans sa façon de pratiquer la politique et depuis toujours. Mais c'est la même manière qu'il pratiquait dans le business. Donc ça, oui, il y a vraiment cet aspect-là dans le Trumpisme. Non, parce que ce que j'appelle mafieux, généralement, il y a une grille et elle est la même pour tous. Si on commence à imaginer des négociations bilatérales, alors pour les pays, vous l'avez évoqué, mais on le dit aussi pour les entreprises, c'est-à-dire que Apple pourrait aller voir je ne sais quel guichet de l'administration américaine pour négocier les tarifs qui s'appliquent au téléphone, parce qu'il faut bien comprendre que les chaînes logistiques sont très compliquées, qu'il y a des composants qui viennent de partout, qui sont importés, réimportés, donc on imagine qu'aussi à chaque fois il y a une taxation, ça va devenir complètement dantesque. Comment ça peut fonctionner, Corentin Célin? Mais c'est alors précisément, c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que on a une administration qui a annoncé des tarifs douaniers, on se souvient, un peu comme un grand spectacle, hein, avec Donald Trump et son tableau, avec la liste des pays, les différents tarifs appliqués selon les pays. On s'est aperçu que tout cela avait été fabriqué de manière complètement amateur, insensée. On a appliqué Sur un coin de table. voilà, sur un coin de table, exactement. Mais ce n'est pas ce qui intéresse Trump. Le détail ne l'intéresse pas. J'allais dire, l'intendant suivra. Lui, ce qui l'intéresse, c'est premièrement se mettre en spectacle, se montrer comme un président tout-puissant. Et ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment, ce sont des outils, c'est des leviers de pression, c'est un levier de rapport de force. Ensuite, le détail, on verra ensuite, c'est pas grave. Bon, alors évidemment, les démocrates ne sont pas contents, ils sont même furieux. Qu'est-ce qu'ils pèsent aujourd'hui? Alors, jusqu'à il y a très peu de temps, je vous aurais dit, ils ne pèsent plus rien. Les démocrates étaient inaudibles en tant que parti. On avait même vu, et ça c'était une grande nouveauté par rapport au premier mandat Trump, certains démocrates commençaient à dire qu'il fallait, comme par exemple le sénateur Fetterman de Pennsylvanie, dire qu'il fallait respecter le président Trump, que les électeurs par exemple de Pennsylvanie concernant Fetterman avaient voté pour Trump et qu'il fallait peut-être chercher des terrains d'entente avec Trump. On avait vu aussi le chef de la minorité démocrate au Sénat, Schumer, éviter le shutdown en votant en faveur de l'administration Trump. Donc on voyait un parti démocrate inaudible et qui tendait à se rallier pour quelques individus ou à se rapprocher de Trump. Et là, depuis une semaine, on a quelques signes d'un réveil démocrate, d'une renaissance démocrate, en particulier favorisé par toute cette séquence des tarifs douaniers qui inquiète quand même, et je l'ai dit, y compris même dans l'électorat républicain. Bon, mais alors les démocrates, combien de divisions? Parce que le premier problème des démocrates, alors un certain nombre d'entre eux ont pris la parole, Obama, il y a eu un retour aussi de Kamala Harris, mais bon, Kamala Harris, on sait combien elle pèse, Obama, voilà, son air est révolu, il manque une incarnation. Alors, il manque une incarnation parce qu'aujourd'hui, ceux qui incarnent ce mouvement qu'on a vu avec la mobilisation bas les pattes, c'est plutôt l'aile gauche progressiste du Parti démocrate, qui est traditionnellement minoritaire et qui a une incarnation double en ce moment avec le vieux sénateur Bernie Sanders, qu'on connaît, 2 fois candidat à la présidentielle, et la représentante démocrate de New York, Alexandria Ocasio-Cortez. Il faut rappeler que ce sont eux qui ont lancé ces mobilisations citoyennes, en particulier avec de grands rassemblements contre l'oligarchie. Oui, mais eux, à l'intérieur du parti, de la machine partisane, ils ne pèsent pas grand-chose, ils sont traditionnellement minoritaires, et on voit là le problème pour les démocrates, c'est comment capter cette mobilisation sociale à l'intérieur d'un parti qui est tenu et verrouillé par des dirigeants qui sont très âgés. J'ai parlé de Schumer, on lui a beaucoup reproché. Ce sont des gens qui sont au Congrès depuis 30, 40 ans et qui ont beaucoup de mal à connecter, en plus sur ces thématiques de gauche, de lutte contre la casse sociale, contre la casse de l'État fédéral, etc., qui ont beaucoup de mal à connecter avec les mobilisations sociales. Giuliano da Empoli, l'essayiste, journaliste, dans l'ère des prédateurs, c'est son dernier livre, fait un portrait sans concession des démocrates. Il dit finalement ce sont des gens obsédés par la question des minorités, c'est finalement leur principal programme. Donc d'un côté, on a des gens qui sont obsédés par les minorités, et de l'autre, on a
Un homme, Donald Trump, je ne le qualifierais pas, qui lui, au moins, a tenu un discours dirigé vers les ouvriers, vers la masse américaine. C'est vrai, Corentin Célin? Oui, c'est très juste. C'est le grand problème des démocrates aujourd'hui. C'est comment reconquérir un électorat populaire, en particulier blanc, qui a été capté, un électorat non diplômé qui a été capté en grande partie par Donald Trump. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que ces mobilisations citoyennes, elles viennent sur des thématiques vraiment sociales, de pouvoir d'achat, de droits syndicaux. Sauf qu'il faut que le Parti démocrate, qui sur toutes ces questions économiques, et dans la candidature Kamala Harris, par exemple, s'était quand même déplacé plus vers le centre et la droite, plus vers le big business, le grand patronat, il faut qu'ils arrivent à capter ces thématiques qui émergent des mobilisations citoyennes. Mais c'est justement ce lien qui est très difficile. Et puis, il faut arriver, c'est ce qu'a dit encore le sénateur Booker ce week-end, il faut arriver à parler de nouveau, que les démocrates arrivent à parler à cet électorat populaire.